Louis-Marie, c'est à toi l'économie. Nous avons le cabinet de conseil Altares qui s'occupe de données économiques et qui nous en donne quelques-unes. Donc, publié le 13 avril par le groupe Altares, on voit que l'année 2025 a été une annus horribilis, puisque plus de 70 000 défaillances d'entreprises ont été enregistrées. Ce qui, depuis la période Covid, est quasiment un record. Alors, on voit qu'en 2025, les bassins qui trinquent, c'est notamment Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, la Corse. C'est d'ailleurs, curieusement, tu vois, sur la carte, on voit par exemple que le nord de la France, il n'y a pas beaucoup de défaillances d'entreprises dans le nord de la France, et pour cause, il n'y a plus d'entreprises. Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y a plus rien. C'est ça. C'est qu'en fait, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire le corridor de la chimie autour de Lyon, là, il est en train de disparaître. Ouais. Alors, et le début là, de l'année 2026, avant même la guerre en Iran, qui, elle, va entraîner un certain nombre de défaillances d'entreprises. Donc, avant même la guerre en Iran, Altares signalait que les tribunaux de commerce avaient enregistré 19 000 défaillances d'entreprises, c'est-à-dire une hausse de 6,4% par rapport à au trimestre précédent, de l'année précédente. Ce qui fait à peu près 80 000 emplois qui sont menacés, 80 000 emplois, voilà. Bon. Alors qu'officiellement, le chômage baisse, et pour cause, puisque maintenant, n'importe quel auto-entrepreneur n'est plus chômeur, donc notamment les livreurs Uber à 3 € de l'heure, dont on parlait il y a 2 émissions, il me semble, ne sont pas des chômeurs. Donc, si je continue les chiffres, on a par exemple dans le secteur de la chimie, 4 procédures de plans sociaux sont en cours, notamment l'usine chimique de Domo Polytechnil, et puis Vancorex, l'usine Belle Étoile, donc c'est à chaque fois 400 salariés qui dégagent. Ouais, ça, c'est secteur chimique. Dans le secteur du papier, 7 sites industriels ont été fermés entre 2024 et 2025, donc en un an. Alors, et on avait vu que je crois l'année dernière, il y a aussi la grande usine de recyclage de papier qui est en train de disparaître, celle qui était pas loin de chez nous. L'Union française des industries des cartons, papier et cellulose, redoutant la disparition à terme de la filière. Alors c'est marrant parce qu'on vient de parler du secteur de l'édition, mais là on est en train de perdre le secteur du papier. Oui, alors qu'on était encore un peu leader là-dedans. Voilà, qu'on était encore un peu leader. Il y a même une école d'ingénieurs spécialisée dans le papier qui se trouve dans les Cévennes. C'est la seule d'Europe, je crois, et c'est un secteur extrêmement porteur. Il y a beaucoup de travail au niveau des papiers. Alors les papeteries de Condat, qui fabriquait le papier couché de haute qualité en Dordogne, 150 emplois qui sont appelés à disparaître. Le dernier fabricant de pâte à papier, donc le dernier Fibre Excellence, a été placé en redressement judiciaire. Donc, on imprimera les livres en Chine, j'imagine, et on les fera rapatrier non pas par le détroit d'Ormuz. Alors, la métallurgie, là, donc ça fait longtemps et la sidérurgie, ça fait longtemps qu'ils trinquent, mais là, ce qui reste trinque encore. Il y a Novasco en Moselle, à Gondage, 550 pertes d'emploi. Erastil dans l'Allier à Commentry, 190, et enfin ArcelorMittal à Dunkerque, pour Avenir, on a 378 emplois. Et en fait, le tableau d'ensemble entre 1974 et aujourd'hui, la part de l'industrie dans le PIB est passée de 28,7 à 10%. Donc la réindustrialisation promise par notre glorieux leader, je pense qu'on va s'asseoir dessus. Et c'est-à-dire qu'on est à un niveau comparable, devine à qui, au Luxembourg. Ah oui, on est à peu près aussi industrialisé que le Luxembourg, sachant que l'Allemagne c'est 20% et 17% en Italie. Tu parlais du Nord par exemple, moi je viens de cette région, donc c'est quand même le Nord, mais je peux l'étendre à toutes les régions de France en fait. La France, il y a 60 ans, dans les années 60, pendant tout le XXe siècle, sauf dans les 25 dernières années, même incluant les 25 dernières années. Chaque région avait sa spécificité, son industrie. Tu avais le textile dans le nord, c'était vraiment un pays industriel. Tu avais l'acier dans l'Est, le charbon là où il y en avait, donc là c'était où tu pouvais. Tu avais des usines de voitures à Paris. À Paris, on faisait des voitures à Paris. À Boulogne, il y avait une usine. Boulogne. Je l'ai connu. C'était dans les années 80, il existait encore. L'île Seguin. C'est l'île Seguin. On faisait donc, c'était à Boulogne. Il y avait donc des
ouvrier aussi, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, tu sais, hein, c'était un petit peu l'expression, un chapeau bas devant la casquette. Hein, je veux dire qu'il y avait la fierté ouvrière qui était, la classe ouvrière qui était encadrée beaucoup par le PC, quand le PC était à 30% aux élections présidentielles, et qu'il fallait compter avec lui. Hein. C'était pas le Yann Brossa qui parlait d'installer un complexe hôtelier à la place d'un hôpital, par exemple. Il y avait des industries et il y avait une fierté. D'une part, il y avait une fierté, et là, c'est pas, tu vois, la petite polémique, les gens qui font du sport le matin, c'est un rappel, c'est une sorte le truc de l'usine. Non, tu fais du jogging, t'es un fasciste. C'est la mémoire de l'usine, un truc comme ça. Donc, si tu préoccupes de ton corps, déjà, bon. Enfin, alors, je continue parce qu'il y a aussi l'industrie. Il y avait l'industrie de l'ameublement. Hein, on faisait des meubles en France, on faisait des vêtements, on faisait des meubles, on faisait des voitures. On était pas mal autonome sur plein de choses. Donc, l'enseigne d'ameublement Linéa, 1200 personnes. Allez hop, l'enseigne engagé. Printemps, qui est 229 suppressions d'emplois en France et la fermeture de son grand magasin à Rennes. Ça va faire encore une belle friche artistique. La chaîne de grande distribution Lidl, même la bouffe des pauvres, hein, l'intention de supprimer 550 emplois, attention, administratifs, parce que dans les magasins, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand monde. Alors, il s'avère que la presse, malgré toutes les subventions qu'on leur verse, commence à bien trinquer, puisque Prisma Media, 40% de ses effectifs, 260 personnes. La Tribune, avec Next Interactive, la filiale numérique de RMC BFM, supprime 52 postes. Le groupe Bayard, 5% de ses effectifs. Centre France, éditeur de La Montagne, a annoncé 10% de ses effectifs. Voilà, c'est un petit tour d'horizon. C'est pour l'année 2026. Et c'est avant qu'on prenne, parce que là, on va prendre cher avec ce qui est en train de se présenter, notamment dans tout ce qu'on appelle la pétrochimie. Donc, là, on n'a plus d'usine. À la limite, on ne va pas licencier, il n'y en a plus. Je blague à peine, mais c'est un peu triste. Enfin, c'est plus que triste parce que la réindustrialisation française n'aura pas lieu. Non. Voilà, soyons clairs. Donc, la croissance qui consiste à avoir un peu d'argent pour acheter des produits qui ont été fabriqués à l'extérieur, loin de chez nous, et rapatriés, c'est pas de la croissance. Non, c'est pas de la richesse, c'est une société de... C'est de la TVA au mieux, C'est ça, on dépense en achetant des choses qu'on produit pas, donc en fait, on est dépendant d'une part des producteurs, donc ces producteurs sont loin, et je préférerais être dépendant des producteurs qui sont chez nous, qui sont à côté, et puis surtout, on crée aucune richesse en dépensant, donc on crée au mieux de la TVA, qui n'est pas une richesse qui va être redistribuée. On a vu aussi passer une étude de l'INSEE qui montre que la redistribution, plus tu grimpes, plus tu redistribues et moins tu es redistribué. Donc, il y a même aussi un désintérêt au travail. Il y a je vais en parler absolument plus aucun intérêt. Ouais, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, j'en parlais dans le top des bonnes nouvelles, c'est marrant, parce que on sent qu'il y a plein d'infos qui vont dans ce sens-là. On sent bien là, qu'il y a moi, le constat que je fais depuis des années, c'est-à-dire que le travail ne paie pas en France. Alors on sait pourquoi, c'est parce que on a une fiscalité de dingo, on a des prélèvements. Ton patron te paye 1000, en fait ça lui coûte 4000. Oui, alors attention, parce que après on va nous ressortir. Je dis attention parce que ça c'est le discours patronal qu'il faut baisser les charges. Il faut faire attention parce qu'une partie des charges, les patrons sont tranquilles, ils n'ont pas à payer les routes qu'ils utilisent. Oui, on baisse les charges puis on leur fait construire les routes eux-mêmes. D'autant plus que il y a aussi plein d'allègements fiscaux qui sont. Le CICE, par exemple. Voilà, plus ta boîte est grosse, plus tu bénéficies d'aide, alors que c'est finalement les entreprises. En fait, en France, on a un problème d'entreprises, surtout des ETI, en fait, les entreprises intermédiaires. Oui, les petites, voilà. Les petites moyennes, plutôt. Ouais. Et c'est eux qui en prennent plein la gueule. Alors que l'Allemagne a un très très gros tissu d'ETI très novatrice. Mais donc ça crée pas je sais pas, on arrive à un système, une économie complètement subventionnée, où tout le monde est subventionné, où effectivement tu dis c'est une économie Potemkin en fait. On a une belle façade et derrière. Et de plus en plus, tout le monde est plus ou moins payé par l'État, quoi. Parce que payer des impôts, par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, l'État se charge quand même d'un certain nombre de missions que le privé ne peut pas. Alors, on parlait des routes,
l'entretien des routes, l'entretien des voies de chemin de fer. La question est sur tout ce qui prend, où va l'argent. Oui, c'est ça. C'est tout. Moi, je veux bien payer des impôts, mais je veux un service éducatif, je veux un service médical et hospitalier top moumoute, avec ce que je paye, j'en veux pour mon pognon. C'est tout, voilà. Les richesses générées, produites par les gens qui travaillent, par les actifs, sont capées et captées par les inactifs, puisque c'est dans les retraites. Non, c'est dans les retraites que ça part. C'est dans la santé et les retraites. Donc, tu te dis, plus je travaille, plus on m'en prend, et plus on m'en prend, plus ça va pour eux, qui donc obèrent et crament l'argent de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà, c'est ça qu'on fait, les 3500 milliards d'euros de dette, c'est qu'on a cramé, l'argent des générations qui viennent. Donc, il y a un truc extrêmement mortifère dans cette organisation sociale. Voilà. Ça revient assez souvent dans notre émission. De toute façon, c'est la thématique de notre émission. La France Potemkin, c'est la France qui va bien en façade et derrière tout s'écroule. Mais est-ce qu'on pourrait... Derrière, c'est un terrain vague. Parce que la grosse question que tout le monde se pose finalement sans se la poser, je pense que tout le monde fait à peu près ce constat d'une façon ou d'une autre, c'est quoi après? Comment ça va évoluer? Parce que je pense que d'un point de vue prospectif, j'imagine que peu à peu, l'Europe va se détricoter de l'intérieur. Il y a le moment donné où, par exemple, l'Allemagne trouvera que c'est plus très intéressant l'euro, parce que l'euro a été fait pour elle. Dès lors que l'Allemagne trouvera que l'euro, c'est plus trop son kiff. L'Allemagne est en train de morfler elle aussi, et notamment à cause de décisions stratégiques comme le fait de se couper de l'énergie pas chère du gaz russe qui a fait la fortune de l'Allemagne. Donc là, à partir du moment où l'Allemagne commence à trouver ça, l'Italie aussi peut être amenée à trouver que l'euro, ça l'arrangeait pas trop et que ça se détricote de l'intérieur. Tu vois que quand même les Ursula von der Leyen, dont on va parler encore, qui fait feu de tout bois pour assurer d'une main de fer pour s'assurer un édifice de plus en plus branlant. L'Europe secoue, et l'Europe n'ayant aucune ressource industrielle en propre, c'est-à-dire il n'y a pas d'énergie, il n'y a aucune ressource matérielle. Donc là, on avait la Russie, on s'est brouillé avec eux, donc le gaz pas cher, c'est fini. Et il y avait l'Iran, on s'est un peu... disons que notre maître s'est brouillé avec eux, et on est vachement merdé, parce que c'est notre maître, il faut bien qu'on le suive, sauf que les États-Unis, eux, ils ont du pétrole, donc c'est pas très grave pour eux si le détroit d'Ormuz est bloqué. C'est plus grave pour nous. Ouais. Non, mais nous, on décroche... nous, on a vraiment j'en parle avec... je trouve que j'ai quelqu'un de proche qui est allé aux États-Unis là, récemment, et là, moi, j'ai halluciné. Je le savais, mais en fait, maintenant, un Français aux États-Unis... c'est un pouvoir d'achat de merde. C'est un pouvoir d'achat d'Éthiopien. Oui. Un paquet de chips, c'est $7. Un truc qui vaut 2 € ici, que nous, on trouve très cher déjà, parce que ça a augmenté x2 quasiment ici. Ouais. Là-bas, c'est pas x2, c'est x10. Mais si tu veux, leur salaire, il a eu une inflation aussi, si tu veux, pas à x10, mais alors que nous, c'est plombé. C'est-à-dire que la majeure partie des gens, tu prends leur salaire d'il y a 10 ans et d'aujourd'hui, pas bougé. Mais tu vois, en plus, là, on fait la guerre à Shein qui permet aux gens de dépenser encore un petit peu de ce qui leur reste. Parce qu'il n'y a plus trop le choix. Si tu veux t'habiller, soit tu récupères tes fringues et tu les recycles et tu les restaures, ce qui est en train de se faire. Tu vois, la multiplication dans Paris des retoucheries, c'est exactement ça. On récupère ces fringues. Soit si tu veux un peu changer, tu vas prendre de l'ultra fast fashion chez Shein, dont on a fustigé les acheteurs. Voilà. Donc en fait, oui, la France est en train de c'est ce qu'on a dit en intro, c'est en train de se précariser tranquillement, lentement, même assez rapidement, mais en tout cas dans un silence des élites, vraiment clairement. Eux ne changent pas, ils sont toujours dans leur petite. On va réindustrialiser, on va un pays de progrès, vive les Jeux Olympiques, le machin. Même pas, ils s'en foutent. Non, mais on est dans un pays vitrine. Oui, c'est ça. La réalité, c'est que tout se casse la gueule. Les gens, il y a déjà, comme tu l'as dit, un chômage qui explose, qui n'est clairement pas à 8%. Moi, je pense qu'il est au moins au double, en fait. Oui, puis l'indice de pauvreté, le 60% du revenu médian, 50% du revenu médian, combien de personnes sont en dessous? Ça augmente aussi. Donc, il y a cette précarité. Il y a aussi ceux, on va dire, qui bossent et qui sont en hyper tendu, parce que maintenant, avec un salaire moyen, t'habites à Paris, tu gagnes 2500 balles par mois, t'es dans la merde, en gros. Et combien de jeunes trentenaires arrivent à Paris ou de vingtenaires arrivent
faire leurs études à Paris, le cœur vaillant en s'imaginant, tu sais, je vais conquérir la capitale et repartent 15 ans après en n'ayant rien conquis du tout, en ayant vécu en colocation, en n'étant pas marié, en n'ayant pas de gamin, et en se disant, putain, tu vois, la ville avale ces gens-là. T'as la précarité d'un côté et t'as, on va dire, la France la France de la bricole de l'autre. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus en fait des modes de consommation alternatifs, dont tu l'as dit, sur les vêtements, sur la nourriture, sur le. En fait, maintenant le point en fait d'enrichissement, mais ça fait un moment que c'est en France, enfin le point d'enrichissement ou de survie en fait en France, c'est est-ce que t'es propriétaire ou pas, et même est-ce que t'es propriétaire et tu peux faire de l'argent avec ton bien en plus. Et j'ajouterais qu'il y a un autre point qui te sauve, c'est est-ce que tu as des voisins avec qui tu t'entends bien. Oui aussi, oui. Il y a ça aussi. Il y a aussi l'entente, oui, tout à fait. Et ça, c'est clair que dans les régions de France les plus touchées, la France périphérique, l'entretien d'un réseau social est extrêmement important. Mais c'est compliqué sans voiture. Mais c'est le fait d'avoir dans un village un centre qui vit et qui vit encore du plus qu'il peut. Ça assure aussi, c'est le retour des solidarités locales, voilà. Donc ce qui emmerde l'État, ça. Oui, puis ça emmerde, puis la gauche qui nous vend une sorte de solidarité internationale diffuse avec tous les peuples opprimés du monde, commençons par le nôtre. Oui, puis surtout, t'as plus besoin faire société, c'est s'arranger avec le voisin que t'as pas choisi. C'est super, je crois qu'on peut arrêter l'émission là-dessus. Écoute, on va continuer notre émission quoi qu'il arrive avec un budget précaire, on peut le dire. À ce sujet, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour ceux qui nous suivent soit en direct sur TikTok ou en différé sur YouTube. Voire sur d'autres plateformes, puisqu'on diffuse aussi en segment sur Facebook. En Mondovision. Voilà. Si vous voulez nous aider pour que cette émission prenne de l'ampleur, que nous réalisions des lives un peu plus professionnels, je vous invite à nous soutenir sur le Tipeee de l'émission, c'est tipeee.com/jamaipodcast. Et vous pouvez faire des dons qui vont de 1 euro à 1 milliard, même si vous voulez, et si vous le sentez. Voilà. Et si vous faites 1 million d'euros, vous aurez le titre Olivier Nora d'or. Ah oui, là on vous fait un show exceptionnel. On vous fait un show exceptionnel. D'ailleurs, cabine de douche. Tout à fait. D'ailleurs, on a aussi des souscriptions sur YouTube qui vous permettent d'avoir accès à des contenus exclusifs, rien que pour vous. Je tiens à vous le signaler aussi. Et si vous n'avez pas d'argent, vous êtes encore plus pauvre que nous et c'est compliqué, vous avez quand même le pouvoir, et c'est encore plus important, je crois, de cliquer en bas de cette vidéo et de